Donc, nous allons enchaîner avec la prochaine conférence. Atteint de 3 maladies chroniques depuis plusieurs décennies, mais aussi par son intérêt pour la formation des patients et par son action au sein de différents organismes communautaires, M. Dumais s'est engagé activement dans la promotion de concepts de patients partenaires. Ce parcours l'a finalement conduit en octobre 2010 à créer et prendre la direction du programme Patients partenaires de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On en a entendu parler déjà quelques fois ce matin. M. Dumais co-dirige aujourd'hui un centre d'excellence à la mission plus large qui couvre à la fois le partenariat avec les patients et le public dans les soins, dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement. Je cède donc la parole à M. Dumais afin qu'il nous présente sa conférence intitulée « Le patient partenaire, le patient partenaire incontournable de l'évolution du système de santé ». M. Dumais. Merci, je suis très heureux d'être là, merci beaucoup. C'est une je suis très content de parler aussi après toi, Guillaume. Et je ne savais pas que tu étais un fan d'accidents d'avion, moi aussi. Ça va nous faire un sujet supplémentaire de discussion la prochaine fois qu'on se verra. Je pense que j'ai vu tous les Mayday aussi. Il y a quelque chose là qui s'est passé en tout cas. Donc je suis très heureux d'être là devant vous, leader de la qualité au Québec. Je pense qu'on a pas mal tous les personnes qui mettent actuellement en place, qui sont partie prenante de ce mouvement de la qualité. Par rapport à ceux qui ont déjà eu ma présentation, je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Je vais plutôt y aller sur peut-être un bilan de la situation actuelle. On parle beaucoup du partenariat patient, puis de son implantation, etc. Donc peut-être faire un point où on en est, à la fois au Québec, mais aussi au niveau plus international. Vous savez, la question de départ était toujours celle de se demander, est-ce que, quand on a commencé ça en 2010, est-ce que ça allait être une tendance sexy du moment, ou est-ce que ça répondait à un vrai besoin? Alors je pense qu'on a la réponse aujourd'hui, et c'est ça un peu que je vais essayer de ça dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Alors je co-dirige actuellement donc à la fois la direction de collaboration et partenariat patient avec les centres d'excellence avec Marie-Pascale puis deux autres collègues, Philippe Carazivan qui est plus dans le volet enseignement, puis Antoine Boivin qui a plus le volet recherche. On a maintenant 2 chaires de recherche attachées au centre d'excellence, celle de Marie-Pascale et la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public d'Antoine Boivin. Alors l'équipe du centre est composée d'une quinzaine de personnes, donc on a des ressources quand même assez importantes maintenant pour soutenir les efforts de déploiement du partenariat à différents niveaux. Alors ça c'est notre slogan, ensemble je vais mieux. On trouvait que ça représentait bien un peu tout ce mouvement. Qui est un mouvement avant tout intégrateur, c'est avant tout un mouvement de diffusion de deux mondes qui cohabitent ensemble, mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de co-construire, de co-designer et de collaborer, qui était plus dans une logique unidirectionnelle, qui apprend tranquillement aujourd'hui à travailler dans une logique bidirectionnelle, donc avec tous les défis que ça veut dire, parce que c'est le monde des patients et le monde des professionnels sont deux mondes différents, assez différents. Alors on est là-dedans, mais en tout cas ce qu'on sait, puisqu'on a pu voir dans les centres plus de 120 expériences de partenariat qu'on a pilotées ces dernières années, c'est que c'est toujours vrai. Ensemble, on va toujours mieux. Et la première grande nouvelle du partenariat patient, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à travailler en partenariat ensemble, peu importe les contextes, ça augmente la qualité de vie des patients, c'est sûr, mais ça augmente aussi considérablement la qualité de vie des professionnels de la santé, parce qu'on préfère travailler de symbiose plutôt qu'en contradiction. Alors, dans la vision du centre aussi, on avait, depuis le départ du programme, c'était les temps d'intégrer le patient dans son équipe de soins et le citoyen dans son système de santé. Donc on travaille toujours à ces deux niveaux-là. Comment on intègre le patient dans ses soins, comment on en fait un partenaire de soins, mais en même temps aussi comment on l'amène comme un acteur important de l'évolution du système de santé. Je vous rappelle quand même que l'industrie de la santé, si on la prend comme une industrie, a eu cette particularité pendant des décennies, en fait, depuis qu'elle s'est développée comme industrie, de se définir sans ses clients. C'est la seule. Hein? Alors, donc ça peut-être aussi être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a un peu du mal fonctionnellement à s'en sortir. En tout cas, c'est une question ouverte. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on ramène cette voix du client, si on l'appelle comme ça, du patient,
ben, bien entendu, on s'amène de nouvelles perspectives de compréhension, des nouvelles voies de solution. Et c'est exactement ça qu'on est, je pense, que le mouvement du patient partenaire et du partenariat patient. Ceux qui étaient à la rencontre avec le ministre la semaine dernière, il y a 2 semaines, il a fait une distinction entre patient partenaire et partenariat patient. Il n'y en a pas vraiment, en fait, on est dans les mêmes concepts. Mais en tout cas, ce mouvement-là est vraiment axé autour de cette idée de réintroduire une voie patient. Rapidement, on a commencé en 2010. Je pense qu'il faut qu'on soit fiers. Le patient partenaire, c'est né au Québec. Et j'espère qu'un jour on s'en souviendra dans l'histoire, indépendamment des individus. Je pense que c'est important de se rappeler que c'est au Québec que c'est né, puis c'est pas pour rien que c'est né au Québec, c'est parce qu'il y avait une convergence d'éléments qui faisaient en sorte que ça pouvait se cultiver au Québec. Et aujourd'hui, le Québec est un laboratoire assez unique du partenariat, sous différentes formes, et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, l'Université de Montréal a été un des leaders, mais il y a plein d'autres leaders aussi. Aujourd'hui, les grands RUIS du Québec assument un leadership extrêmement fort à différents niveaux. On est vraiment dans une phase actuellement où on se complémente en termes d'expertise et d'expérience, ce qui est extraordinaire. En tout cas, pour un patient comme moi, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Et puis le modèle, un peu comme on l'a pensé, puis pour lequel on a perdu le contrôle, puis c'est très bien comme ça, là, qui fait des petits un petit peu partout. C'est en train de se déployer en Belgique à grande échelle en ce moment, encore une fois en prenant des teintes différentes. Au Canada aussi, il y a eu beaucoup d'influence, on a vu notamment sur Agrément et d'autres institutions. Donc, je pense qu'on peut être fier de ça, puis garder ça. On a ce leadership-là. Donc, on avait commencé à l'époque dans l'enseignement, puis ensuite, aujourd'hui, toutes les grandes facultés de médecine du Canada travaillent avec un esprit de partenariat pour préparer nos étudiants à ce nouveau paradigme. Bien entendu, dans les établissements de santé, les déploiements avaient commencé bien avant la réforme. Puis il y a des établissements de santé ici qui sont des leaders, et je peux vous dire qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des leaders à l'échelle internationale, même si vous ne le savez pas. Il y a plusieurs CCSUS aujourd'hui qui ont développé des capacités qu'on ne voit nulle part ailleurs. Alors je pense que c'est important de le réaliser, parce que des fois on est dans nos propres opérations, puis on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Alors ça aussi c'est important, et puis bien entendu au niveau de la recherche. Alors retour un peu sur l'expérience. Ça a été un des articles un peu qui a secoué le monde, parce que le BMJ, le British Medical Journal, est quand même un des journaux les plus prestigieux en médecine, et qui avait titré à l'époque Let the Patient Revolution Begin, et c'était justement le constat qu'il y avait un changement important à faire dans ce monde de la santé qui vivait sans la voix de ses patients d'une certaine façon, et qu'on commençait à voir émerger à travers le monde un certain nombre de tendances. Alors, à l'époque, on se disait, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors aujourd'hui, on pense, on a de plus en plus c'est les petits chaînes, c'est ce que j'aime bien. On est dans la révolution, pas forcément celle-là. On a souvent cru que le partenariat, c'était un peu ça aussi, c'était une meilleure coordination des services, d'une certaine façon. Ça va un peu plus loin que ça, mais on est vraiment dans une révolution à l'échelle de la société. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'on a d'abord une population qui s'informe davantage, aspire à davantage d'autonomie dans les soins, particulièrement la population atteinte de maladies chroniques, qui est quand même une grande majorité de la population du Québec. C'est plus de 50% aujourd'hui. Dans le dernier recensement, je pense qu'on est autour de 55%, c'est considérable. Et ces gens-là veulent avoir davantage d'autonomie, prendre soin davantage d'eux-mêmes et être mieux intégrés dans le système de santé. Donc on est vraiment dans un changement paradigmatique en termes d'attente de la population par rapport à leurs soins. Alors c'est pas forcément des fois, on ne va pas toujours avoir ce discours-là. Il y a plein d'effets qui vont mettre un peu de brouillard là-dedans. Par exemple, mes amis médecins vont toujours me sortir que le cas du patient difficile, etc. Là, c'est toujours ça qui prend énormément de place. Mais puis quand tu les arrêtes, tu leur dis, ok, tu as eu ton patient difficile aujourd'hui, mais tu as eu combien de patients non difficiles aujourd'hui? En fait, c'est tout le temps la grande majorité. Sauf que psychologiquement, le patient difficile prend énormément de place. Alors, il y a des effets de halo, il y a plein de choses, mais ce qui est clair, ce qu'on voit, ce qu'on constate aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on a une population qui veut prendre soin d'elle-même, et qui, même si elle est malade, veut s'engager davantage dans ses soins, éventuellement, et s'autodéterminer aussi davantage. Et puis en parallèle, on a un système de santé qui commence à prendre le virage, qui fait son chemin aussi dans ce changement-là, qui est encore trop axé curatif et hospitalo-centré.
mais les réformes qui viennent d'être amenées, je ne commenterai pas sur les moyens, mais en tout cas en termes d'objectifs, je pense que ça rentre exactement dans les objectifs qu'on devait se donner, c'est-à-dire d'avoir des centres intégrés qui travaillaient davantage sur non pas des trajectoires hospitalières, mais des trajectoires transversales, des programmes transversaux. Et c'est ce que vont amener aussi nos amis d'Agrément Canada dans leur méthodologie aujourd'hui, où on va travailler, on va évaluer par programme et non plus uniquement par institution de santé. Donc il y a ce virage qui est en train de se prendre, qui est le grand virage de fond, c'est ce virage où finalement on traverse les services et on commence à s'intéresser davantage aux transitions. Et pour les patients, bah, c'est notre vue ça. Hein, notre vue, elle n'est pas hospitalière, elle n'est pas institutionnelle, notre vue, elle est sous la base d'une trajectoire. Donc en prenant ce virage, ben forcément on va davantage augmenter notre capacité de dialogue avec la population parce qu'on va parler de plus en plus la même langue. Puis on va suivre le même fil conducteur. Donc ça c'est majeur et en qualité c'est majeur parce que c'est ça qui fait en sorte qui donne tout le sens à l'implication des patients dans l'amélioration continue de la qualité à partir du moment où on prend ce virage de la trajectoire. Alors, on prend ce virage-là, on prend aussi le virage le renforcement de la première ligne. La première ligne, c'est important pour les patients, parce que la première ligne, c'est une grande partie de nos relations sont avec la première ligne, très peu avec la deuxième et troisième ligne, je parle en volume. Donc, ce virage est extrêmement aussi important pour les patients. Puis, bien entendu, la notion de partenariat qui est en train de se cadrer sous différentes formes. Alors, il y a véritablement un changement paradigmatique qui est en marche. On est dedans, on n'est pas les seuls, ça se développe un petit peu partout dans le monde. Au Québec, encore une fois, on assume un certain leadership. Il y a des pays, par exemple, comme les pays d'Europe du Nord, qui sont très en avance sur le renforcement de la première ligne, sur l'intégration des patients dans les soins. D'autres pays qui traînent un petit peu plus, des pays qui avancent très vite, comme la Belgique, j'en ai parlé. Alors, il y a des choses un petit peu partout qui se font dans le monde, en Australie aussi, dans ce sens-là. Donc, on n'est pas tout seul, c'est un mouvement d'ensemble, un mouvement assez global. Alors, quand on présentait ce schéma-là, que certains avaient déjà vu dans le passé, où on disait, c'est le premier exercice qu'on avait fait avec les patients à l'Université de Montréal, pour essayer de réfléchir ensemble à la façon dont on allait enseigner la collaboration à nos étudiants des sciences de la santé. On était tous d'accord qu'il fallait arriver à enseigner sous une approche de ce type-là, c'est-à-dire qu'avec une vision du patient qui est un acteur de soins, qui assume une grande partie du processus de soins, et que la partie du processus de soins institutionnel est finalement minime, que ce patient développe des compétences, a des connaissances, développe des savoirs, est capable de développer des compétences, est un membre à part entière de l'équipe de soins. C'est le saut aussi dans la définition qu'est en train de faire Agrément Canada, si je ne m'abuse. Dans la définition même d'équipe est en train d'être modifiée ou va être modifiée. Je ne vais pas faire d'effet d'annonce, mais ce que j'ai compris dernièrement, où véritablement on va avoir aussi cette notion d'intégration du patient comme membre à part entière de l'équipe de soins et la mobilisation du projet de vie. Donc on est vraiment dans ce tournant-là et aujourd'hui ça devient une réalité. Je vais juste peut-être par rapport à ce qui t'est dit tout à l'heure par Aurore et Geneviève, Agrément utilise la notion d'approche centrée sur la personne. Il y a une différence, et ça c'est une question d'arrimage avec le monde anglophone aussi, qui utilise people-centered care. Mais entre approche centrée sur la personne et les approches centrées sur les patients et la famille, il y a une grosse différence. Et quand on parle d'approche centrée sur la personne, on rentre dans un mode de partenariat. Et quand vous regardez les indicateurs, on est vraiment dans une logique de partenariat, même s'il y a une léger différence de sémantique. Mais encore une fois, il y a une énorme différence conceptuelle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va vous ennuyer, entre les approches centrées sur la famille et les patients et les approches centrées sur la personne. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin là-dedans, vous allez voir le nouveau cadre des nations de l'OMS qui s'appelle People Integrated Services ou quelque chose dans le genre. Vous tapez ça People Integrated puis WHO puis vous allez la voir qui explique bien ce phénomène. Donc on est dans la même famille, on est vraiment dans ce passage ici. On sort des approches centrées sur les patients et la famille qui ont amené énormément d'apports en termes de coordination des soins, de vision d'ensemble, de vision plus intégrée du soin, mais qui n'avaient pas assez travaillé sur l'engagement, l'implication, l'intégration du patient dans son propre processus de soins. Le patient, alors, des hypothèses qu'on avait au départ aussi, c'est que la voix de ce patient, en dehors de sa volonté d'être plus impliqué, est-ce que la voix du patient en elle-même a une valeur ? C'est la clé, la question de fond d'un point de vue du quotidien, c'est on ne peut pas avoir un patient partenaire, on ne peut pas être dans une logique de partenariat si les partenaires ne reconnaissent pas la valeur ajoutée des savoirs réciproques. C'est la base de tout partenariat. Alors ça, c'était une question de fond sur laquelle on a beaucoup travaillé et c'est pour ça qu'on a ouvert des zones de dialogue à peu près partout. Alors on a multiplié les zones de dialogue, on a multiplié les expériences
pour voir justement, quand on parle de... On connaît bien les savoirs développés par les professionnels de la santé, mais on connaissait mal les savoirs développés par les patients. Et je me rappellerai toujours que la première question qui m'avait été posée au conseil de la faculté de médecine par le chef du département de chirurgie en 2010, quand on a lancé le programme, c'était la première main qui se levait, qui dit c'est bien beau le patient partenaire, mais c'est quoi les savoirs d'un patient? Puis c'est quoi l'expertise d'un patient? Donc on s'est beaucoup concentré là-dessus, en ouvrant des dialogues, des zones d'expérimentation, de nombreuses, un petit peu partout. À chaque fois qu'on nous a proposé une expérience, on l'a faite. Des fois dans des contextes complètement, on se disait ça ne va pas fonctionner, comme de la collaboration avec des chercheurs biomédicaux, en biomède, ou la collaboration qu'on a fait avec le réseau canadien de recherche sur les soins intensifs, par exemple, où on se disait comment on va naviguer là-dedans. Alors, mais à chaque fois, on a tiré des conclusions, puis ça a été positif. Donc, on a, comme je disais un peu en introduction, on a des univers qui apprennent à travailler ensemble, à construire ensemble, et puis qui commencent à partager les informations, prendre des décisions. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ça revient sur ce que tout à l'heure disait Guillaume, c'est qu'on apprend à partager les risques et à partager les responsabilités. Non seulement à des niveaux micro, mais aussi à des niveaux méso et macro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les risques du système de santé, ça va du processus jusqu'à son évolution, ne soit pas collectivement assumé. Hein, ça fait partie de la logique de la responsabilité sociale aussi. Mais pour que ça soit collectivement assumé, il faut absolument qu'il y ait un dialogue qui permette effectivement qu'on puisse à la fois partager les informations, mais qu'on puisse aussi aller plus loin dans un partage de la prise de décision et des risques qui viennent avec. Qu'on aura nous-mêmes évalué et défini ensemble. C'est la clé de voûte de tout. Si on n'arrive pas à faire ça, fondamentalement, en bout de ligne, il y aura toujours, on restera dans une logique de prise en charge unidirectionnelle. Donc il y a vraiment ici une maturation du dialogue qui est extrêmement importante. Donc la frontière entre soignant et soigné, elle est en train de disparaître. Puis c'est juste un début, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on rentre dans cet univers de la complémentarité des savoirs. On reconnaît aux patients, on commence à comprendre les savoirs des patients, comment les mobiliser, encore une fois, dans les soins, puis à d'autres niveaux. Puis on reconnaît que pour avoir du succès, pour amener le réseau ailleurs, il faut absolument cette collaboration et cette logique de co-construction. Alors les terrains, on en a fait juste au niveau de l'Université de Montréal, du centre d'excellence actuellement. On a 14 programmes qui se sont déployés dans nos départements des sciences de la santé, en médecine et ailleurs. En médecine, on a construit un continuum de formation longitudinale complet. Alors aujourd'hui, les étudiants en médecine sont vraiment formés par des patients, par des programmes qui ont été co-designés avec des patients et qui sont livrés en duo avec des patients et des cliniciens, programmes de mentorat, etc. Donc on est en train de multiplier, on fait du shadowing en ce moment, on invite nos étudiants en médecine de première, deuxième année à suivre des patients pendant, quand ils vont faire leur journée de clinique. Là, en fait, le patient sort avec son étudiant en médecine. Ça marche super bien. Il y a un étudiant, l'autre fois, il est rentré en mouvement, puis il dit c'est quand même incroyable, quand on a attendu 2 heures et le médecin qu'on lui a pris, il ne s'est même pas excusé. Bah oui, mais ça va marquer, ça les marque. Ils n'oublieront pas ça. Hein, ça fait partie des expériences pédagogiques qui ont un petit effort, un gros effet. Alors on multiplie ces expériences-là. Beaucoup de projets pilotes dans les soins, beaucoup de projets pilotes dans la recherche. On accompagne une dizaine de réseaux actuellement, 3 plus particulièrement. Et puis dans les soins, on travaille beaucoup, on travaille avec quelques-uns d'entre vous. On a travaillé avec Agrément Canada dans les dernières années, sous le leadership de Leslie Thompson, qui est absolument une personnalité absolument incroyable. On a la chance d'avoir un grand leader qui comprend parfaitement bien le partenariat actuellement à la tête d'Agrément Canada, et on voit la différence que ça fait, c'est magique. Alors, c'est des collaborations qui ont été extrêmement fructueuses, l'INES, etc., je vais y revenir. Donc, on est vraiment dans ces multiples expérimentations. On sort de cette vision du patient qui est écrasé dans le système à une vision d'un patient qui prend davantage de leadership et dont les savoirs sont reconnus. Alors, les patients possèdent des savoirs utiles, leur expertise est de plus en plus reconnue, et puis aussi, on sort d'un système expert. Hein. On sort d'un système unidirectionnel expert qui réfléchissait par lui-même. Donc ça, c'est un passage extrêmement important et assez paradigmatique. Qu'est-ce que le patient il amène en qualité? Puis ça, c'est super simple.
C'est vraiment l'endroit où c'est le plus simple à impliquer les patients, c'est en qualité. Il n'y a pas d'excuse en qualité. Parce que la valeur ajoutée, elle est immédiate. À partir du moment où on a la bonne personne avec la bonne expérience sur le bon comité, bien entendu, mais ça c'est vrai pour tout le monde, la valeur ajoutée, elle est immédiate. C'est quoi? C'est que sans patient, on va rester, les chances qu'on reste dans une vision hospitalo-centrée d'un parcours, c'est considérable. Vous allez être en aveugle sur les transitions, vous êtes en aveugle sur les ressources mobilisées dans la communauté, généralement en aveugle sur tout ce qui se passe dans la première ligne, etc., etc., etc. Donc on reste dans quelque chose d'extrêmement étroit, et donc qui finalement, au bout de ligne, on reste dans un paradigmatique très, très hospitalo-centré. Dès qu'on amène le patient, il va expliquer ce qui se passe avant, il va expliquer ce qui se passe après, il va vous donner une vue en fait systémique. C'est le seul qui va amener une vue systémique. Si vous en trouvez un autre, dans l'ensemble du système de santé qui amène cette vue systémique-là, appelez-moi, on va vraiment regarder ça, puis on va étudier la question. Mais il est aujourd'hui impossible de travailler sur des trajectoires transversales, trajectoires de vie, sans avoir un patient, un ou des patients autour de la table. Vous n'y arriverez pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est juste parce que méthodologiquement, ça ne marche pas. Alors, dans ce grand virage de la trajectoire, dans ce grand virage par programme, cette voie, c'est la reconnaissance de cette voie et la possibilité de l'avoir à table, ça est importante. Petite histoire, c'est que dans toutes les expériences qu'on a pu piloter, et beaucoup de CIS et SUS ici représentés le font déjà, une fois qu'on y a goûté, on revient rarement en arrière. Parce que c'est facile, la démonstration elle est facile à faire, ce qui n'est pas forcément aussi facile à faire en enseignement ou en recherche. Donc on est aussi en train de... Donc on change de paradigme en ce moment autour de ça. On est dans un monde où le paternalisme est en fin de règne. Et ouf, enfin. Il y a du boulot encore, hein. Faut pas qu'on s'arrête, il y a du boulot, mais on est vraiment dans une... La vague est quand même assez irrésistible, il y a beaucoup de leaders émergents qui viennent de partout, qui émergent dans toutes sortes de sphères. Et donc, il y a aussi une convergence de courants. Alors, au niveau conceptuel, je sais que des fois, on n'a pas envie de parler de niveau conceptuel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau conceptuel, il y a beaucoup de courants, actuellement, qui sont développés dans les dernières décennies en parallèle, qui sont en train de converger. Donc, on a aussi une force conceptuelle qui se rallie autour de l'éthique clinique, du partenariat, de la logique, donc rétablissement. Donc là, tout ce qui s'est développé en santé mentale, tout ce qui s'est développé en santé physique est en train de converger. Tout le grand courant de la prise de décision partagée, l'éducation thérapeutique, ce qui amène un agrément notamment en termes de People Power Health. Donc il y a toute une série de concepts qui se développent depuis des années. L'éducation thérapeutique, le self-management, tout ça converge. Donc les gens qui disaient oui c'est une tendance qui arrive puis ça n'existait pas, en fait il y a plein de choses qui existent et qui se développent depuis longtemps mais qui n'avaient jamais véritablement eu la chance de s'intégrer dans une logique d'ensemble et c'est en train de se faire à travers différents mouvements intellectuels et académiques et ça c'est aussi une excellente nouvelle. Donc on est dans le tournant il est pris, on a tout ce qu'il faut, on a la solidité conceptuelle, on commence à avoir de l'evidence-based sur les résultats, ce qui prend du temps parce que, comme tout nouveau mouvement, même si on observe les résultats avant d'avoir de la donnée à travers des essais cliniques randomisés et compagnie, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais ça commence à sortir. Et puis surtout, on a un changement, je dirais, psychologique, en tout cas de reconnaissance qui est en train de se réaliser. Donc le tournant est en train de se prendre. Et c'est bien ainsi parce que la vague qui arrive, elle est encore plus grosse. Elle est encore plus importante. Pourquoi? À cause de ça. Donc le deuxième éléphant, puis je ne pourrais pas le faire plus gros que l'autre, mais je devrais les varier, mais c'est tout ce qui s'en vient en termes de... C'est-à-dire que ce mouvement, il a commencé, pourquoi? Il a commencé, moi je l'ai lu souvent en disant, c'est la question qui m'a été posée les premières fois où on a commencé dans les facultés de médecine. Quand j'avais les médecins qui me disaient « Oui Vincent, ce qu'il faut vraiment que tous les patients là, ils nous aident à comprendre, c'est comment on gère nos patients qui arrivent maintenant dans nos cabinets, non plus avec des symptômes, avec des diagnostics. » C'est juste pour ça qu'on a été capable de rentrer dans une faculté de médecine, là. Parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait, à travers un détail comme celui-là, c'était un changement paradigmatique majeur en termes de collaboration.
Alors, et ça, c'était juste le début. C'est-à-dire, le début, c'était les gens qui allaient sur Internet, allaient voir de l'information généralement pas très bonne, puis qui revenaient avec des hypothèses. Alors, aujourd'hui, cette information, elle se bonifie tous les jours, et en plus, elle est de plus en plus assistée par l'intelligence artificielle. Donc, tout ce mouvement d'intelligence artificielle dont Montréal est un des plaques tournantes actuellement, on se concentre énormément sur son impact sur les pratiques des professionnels de la santé, des chercheurs, sur la capacité à augmenter leur capacité de diagnostic et de choix de traitement, etc. Mais tous ces outils-là qui sont développés par Google et compagnie, donc des entreprises du grand public, ben, tous ces outils-là vont être mis à disposition du public en même temps. Donc par exemple, en ce moment, je suis en train de tester un outil d'autodiagnostic qui donne des résultats justes à 87%. C'est quoi le cœur du métier de médecin? C'est le diagnostic. Le collège des médecins, là, il a une obsession. Quand il travaille sur le partage des responsabilités réservées, le partage des responsabilités entre les différentes professions, il a une obsession, c'est protéger le diagnostic. Aujourd'hui, ce qui est remis en question, c'est cet élément-là central du métier de médecin, mais aussi au cœur de la logique de la santé. Multiplication des outils d'autodiagnostic qui sont alimentés par des données d'intelligence artificielle. Alors ça va d'outils d'autodiagnostic comme celui-là, comme d'outils qu'on teste actuellement. Le iPhone, j'ai un petit bouton, je le photographie et je vais savoir si c'est cancéreux ou pas, etc., etc. Les outils connectés, alors ça va de l'Apple Watch de base jusqu'à... On accompagne actuellement le réseau de recherche cardiaque en arythmie, on développe leur capacité d'engagement patient, et ils sont en train de développer toute une série de bébelles. On a les électrocardiogrammes en live, direct, etc., et les taux de sudation. Enfin bon, ça c'est de l'information que le patient, il se lève le matin, il a. Mais en parallèle, cette information-là est donnée à son médecin qui lui le reçoit aussi. Et puis il se rend compte une fois par semaine, on a un patient en insuffisance cardiaque qui travaille avec le réseau, qui a embarqué pas mal de ces technologies-là. Tous les lundis matins, il voit son médecin et puis ils analysent ensemble les données. C'est un transplanté, alors qui est en phase de fin de transplantation. Donc vraiment, tout est en équilibre pour lui, malheureusement. Et ils travaillent ensemble à partir des données que lui-même génère. Alors ça, c'est là, on y est. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Les ressources sur Internet augmentent de plus en plus. Les réseaux sociaux, on n'arrivera jamais vraiment à avoir un niveau de qualité, mais les patients, ils vont massivement. Donc aujourd'hui, ça pourrait être 90% des patients et des familles qui vont systématiquement sur Internet pour aller chercher de l'information ou utilisent ce type d'outils-là. Donc donc, encore une fois, ça, on n'est qu'au début de cette vague-là. Et cette vague-là va prendre de plus en plus d'importance. Donc la frontière, encore une fois, soignant-soigné, à cause aussi de ça, est en train de disparaître. Mais tout ça, c'est une excellente nouvelle. Il y a plein de risques derrière ça. On se comprend, là, au niveau de la réflexion éthique. On collabore avec le Fonds québécois de recherche en ce moment sur les enjeux éthiques autour de ça. Il y a eu de l'intelligence artificielle, il y a des enjeux éthiques à pu en finir. Sur la confidentialité, l'accès à l'information, etc., etc. Il y a quelqu'un qui a des experts au Canada sur le domaine qui disait de toute façon on ne peut plus protéger aucune information aujourd'hui. C'est comme, ah oui? Non, il dit c'est impossible de protéger nos données personnelles, déjà notre anonymat. Alors, avec cette amélioration-là, vient aussi d'autres types d'enjeux, on est tous conscients de ça, mais malheureusement, encore une fois, c'est une vague qu'on ne peut pas arrêter, donc il faut juste qu'on apprenne à vivre avec, et puis qu'on essaye et comme dans tout, par exemple, ces questions-là, c'est ça qui est en train de se faire au Québec, c'est que c'est en train de se discuter aussi avec des patients. On ne fait pas la même erreur de discuter, par exemple, des enjeux de confidentialité, d'anonymat, etc., tout seul dans sa tour, pour descendre ça après en termes de directives pour les patients. Heureusement, c'est en train de se discuter au départ avec des patients, parce que ça va avoir un impact majeur sur leur vie. Alors, au Québec, ça c'est important, vraiment important de bien le voir, même si des fois on a l'impression qu'on ne fait pas forcément tout le temps, on a encore beaucoup de chemin, etc., etc. Mais au Québec, en ce moment, on est vraiment dans un mouvement important et on est un laboratoire unique au monde parce qu'on aborde les questions sous différentes facettes. D'abord, on est unique au monde avec l'arrivée du carnet santé. Pour nous, là, la plus grosse annonce du ministre Barrette, et je sais s'il en a fait, c'est celle-là. Ça, c'est majeur. Il y a eu très peu de couverture, mais on sait, ça a été fait par exemple au Danemark, ou ça s'est fait localement dans d'autres endroits, les impacts sont majeurs. Notamment en termes de... Alors, une fois qu'on a fait tomber toutes les peurs là,
comme la médecin là, qui est sur 98.5, là, insupportable, là, qui parlait sans savoir de quoi elle parlait, elle disait que ça allait, avec l'accès au carnet santé, les gens allaient se précipiter sur leur médecin pour poser plein de questions, etc. Il y a déjà un pilotage qui a été fait du carnet santé dans le 6 de la... Je ne sais pas pourquoi Laval, j'en fais toujours un SUS. Dans le 6 de Laval, et dans une partie de région de Québec, il y a eu 20 000 personnes qui se sont connectées pendant 4-5 mois. Il n'y a pas eu toutes les peurs qu'on pensait. Hein. Donc en fait, les gens sont connectés, puis, parce que les gens aussi connaissent relativement bien leur santé. On part toujours du principe que les gens ne connaissent pas leurs données. Mais les gens malades, d'atteintes de maladies chroniques, ils n'ont peut-être pas une idée précise, mais ils connaissent à peu près où ils en sont généralement, ou si eux ne peuvent pas, leur famille le sont. Donc grosso modo, il y a généralement peu de surprises sur ce qu'ils vont trouver dans le carnet santé. Par contre, c'est un outil qui leur permet de structurer leur réflexion. Alors, donc là, depuis mardi dernier, c'est complètement déployé à l'échelle du Québec. Et ce qui est surtout assez intéressant, c'est que la RAMQ, et on a été impliqué depuis 4 mois au niveau du centre d'excellence avec des patients et des cliniciens, travaille au-delà du carnet santé sur une vision de l'accès à l'information de santé par les citoyens. Le carnet de santé est un des éléments. Mais comment on optimise le système d'apprentissage citoyen à l'échelle provinciale avec différents outils qui sont déjà là, pas forcément tout le temps coordonnés, et donc le carnet santé est un de ceux-là, un des importants. Donc il y a une vision qui est établie, qui est actuellement en déploiement. Je faisais la correspondance que j'ai, c'est quand j'étais consultant en stratégie dans une vie antérieure, et un des mandats, une des choses que j'avais travaillé, c'est le déploiement d'Accéder chez Desjardins, qui était la caisse virtuelle. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Hein. Donc quand Accéder s'est développé, c'était l'idée d'avoir une caisse virtuelle, puis tranquillement, effectivement, l'impact, c'est qu'au niveau physique, ça a un impact, ça réorganise la façon dont les membres interagissent avec les services. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette vision-là. Donc ça, c'est important, puis ça, c'est une vision qui conduit, puis j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Gaëtan Barrette mardi après-midi dernier pour parler de ça, et c'est un élément majeur de la vision qui pousse actuellement. Malheureusement, là, ils rentrent tous en campagne politique, donc ça va plus être utilitaire, leurs arguments, que réel, mais au moins, ça, c'est fait. L'autre élément, c'est le cadre de référence sur le partenariat patient, qui est finalement sorti après des années. On a commencé à travailler dessus il y a 3 ans. Donc, il a été publié il y a 2 semaines, je pense. Donc, vous avez un cadre qui vous permet d'avoir une sémantique commune, des principes communs, donc qui vous permet de régler, puis qui est assez haut niveau. Donc il y a de la marge de manœuvre pour faire plein de choses autour de ça, pour l'adapter, pour y mettre votre sauce, mais au moins on va avoir un langage commun. Éventuellement on va pouvoir même se comparer pour voir un petit peu, puis s'échanger les pratiques. Mais ce cadre est là, il est bien monté, puis il va venir aider un peu les CIS et les SUS à cadrer la chose. Encore une fois, on est une des seules provinces au Canada, on est la seule province au Canada à avoir ça. Peut-être, je pense que l'Alberta a un cadre qui ressemble un peu à ça de ce que j'ai vu, mais on est les seuls. Agrément Canada, le déploiement de la nouvelle offre, majeure, pareil, avec l'approche par programme, la possibilité d'avoir des patients visiteurs. Ces patients visiteurs-là ont été travaillés pendant 1 an et demi de façon absolument incroyable. Il y a eu méthodologiquement, là, ça a été fait, ça marche bien. Ça permet d'avoir une bonne évaluation du partenariat, plus évolution des normes. Donc on a aussi, heureusement, aujourd'hui, Accréditation Canada, Agrément Canada qui soutient ça. Et puis finalement, on a aussi l'INES qui rentre dans le terme de mobilisation des savoirs d'usager. L'INES est en train d'impliquer de plus en plus des patients dans les définitions des guidelines. On est impliqué actuellement dans l'accompagnement au développement de leurs capacités. Au niveau de la recherche, il y a l'unité de soutien de la recherche axée sur le patient qui peut d'ailleurs, il devrait y avoir un moment plus de rapprochement entre cette unité de soutien très orientée sur la recherche clinique et la qualité. Généralement, on ne sait pas qu'elle existe, mais elle est là. Aujourd'hui, le Québec a une unité qui permet de soutenir la recherche en soins de première ligne et très appliquée, dans lequel, bien entendu, il y a une composante partenariat patient que je connais déjà avec le Dr Antoine Boivin qui est important. Puis on a aussi beaucoup de le cadre de référence des IRSC, il est inspiré du modèle du québécois. C'est pas compliqué, la base c'est le modèle québécois. Donc encore une fois, au Québec, on est aligné là. On démarre, en fait, on est avancé, puis là où on en est, on est déjà aligné. Donc on a juste à multiplier les expériences. Puis de l'autre bord, on a aussi les universités qui se mobilisent. Pas seulement l'Université de Montréal, c'est la faculté de médecine de Sherbrooke engage des patients aussi dans cette logique-là depuis un moment.
McGill aussi, etc. Donc il y a aussi les universités qui sont en train d'embarquer pour être sûr que les étudiants qui arrivent aussi arrivent avec une philosophie. Puis on travaille actuellement avec le Collège Royal au niveau de l'accréditation à la fois des unités de développement professionnel continu. Donc ça c'est important parce que c'est les médecins en exercice. Et puis on commence à influencer aussi au niveau des critères d'agrément des facultés de médecine. Parce qu'on sait que ça passe aussi par là. Donc ça c'est le gros chantier, sur lequel on est actuellement. Donc vous voyez que c'est assez global. Et encore une fois, on est un vrai laboratoire. Donc le patient d'aujourd'hui qui est plutôt en surcharge informationnelle, qui n'accède pas toujours à l'information de santé de qualité, qui est peu accompagné dans la prise de décision de sa propre santé, qui est souvent en confrontation. On sait que dans les établissements, il y a quand même beaucoup de problématiques de collaboration. Les plaintes sont beaucoup orientées sur les questions de collaboration. Qui n'a pas forcément tout le temps une bonne compréhension des impacts des nouvelles technologies, qui n'est pas impliqué dans l'évolution du système de santé, ou qui est peu impliqué, c'est peut-être un peu excessif, il va être reconnu demain comme un acteur de soins, il sera propriétaire de ses propres données de santé, ce qui est majeur, il va être connecté, auto-monitoré, il va avoir accès à des puissants outils d'autodiagnostic et d'aide à la prise de décision. Il va comprendre à travers ça, parce que tous ces outils d'aide à la prise de décision et formation portent de l'évidence-based, donc il va être aussi de plus en plus sensibilisé aux données probantes sur les soins qu'il va recevoir. Et puis il est déjà à multiples niveaux un partenaire d'évolution du système de santé. Donc on voit le changement là, en 10 ans. Puis qu'est-ce qui s'en vient, il est quand même très important, et c'est toute cette conception du patient et de l'usager dans le système qui est en train de changer. Alors voilà le centre d'excellence pour finir sur ce qu'on fait aujourd'hui. On a toute une infrastructure pour accompagner les changements, que ce soit au niveau on a une école du partenariat, on va lancer donc. Ce que vous allez être capable de faire au niveau de l'Université de Montréal, c'est que vous allez avoir la maîtrise de Marie-Pascale. Il y a une maîtrise aussi qui va être lancée en éthique clinique et partenariat patient au mois de septembre à la faculté de médecine, qui est vraiment beaucoup plus orienté soins. Donc s'il y a des cliniciens qui veulent, ou des chercheurs, et qui va être aussi très ouvert aux patients, ça va être très facile pour des patients de rentrer dans cette maîtrise-là. Et avant ça, on est en train de monter tout un programme de certification officielle, faculté de médecine, collège royal et compagnie, pour les leaders de partenariat. Et il y aura 3 à 4 niveaux de certification. Mais tout ça, c'est-à-dire que ceux qui vont commencer à avoir de la certification pourront avoir aussi des crédits pour rentrer dans les maîtrises plus tard. Donc il y a vraiment aussi toute une logique de continuum de formation qui est en train de se mettre en place. Alors voilà.